Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Parlons Gouvernance. Aujourd'hui, on éveille le discours, du traditionnel discours sur l'état de la nation. Demain, en effet, à partir de 10 heures précises, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, sera en face de la représentation nationale. Depuis chacun y va de son attente. Vous avez pu le suivre dans notre édition du soir. Différents corps sociaux se sont exprimés. D'aucuns se sont félicités des accomplissements de l'année écoulée. Beaucoup d'attentes, beaucoup attendent les perspectives pour 2024 de la bouche du chef de l'État. Beaucoup attendent également que leurs espérances soient réglées. Agapit Ampouem Africain, bonsoir. Bonsoir François-Xavier, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, je viens d'aborder la question. Si on se met un peu, si on fait un peu de la politique et fiction, d'après vous, dans quel sens pourrait aller le discours du chef de l'État demain? D'autant plus que les citoyens sont, chacun y va, en tout cas chacun a son attente par rapport à cette prise de parole du président de la République. Ben, écoutez, on connaît un peu la structuration du discours sur l'état de la nation. Là, on n'a pas besoin de faire de la fiction. On connaît un peu comment 2023 s'est déroulé. Le chef de l'État va tout naturellement évoquer les élections législatives et l'entrée au Parlement donc du Parti Les Démocrates. C'est un point central et essentiel un peu du déroulement de l'année 2023 dans la mesure où ces élections se sont déroulées très tôt en début d'année et donc ont permis au Parti Les Démocrates donc de se constituer à la rentrée parlementaire du 12 février 2023 déjà en groupe parlementaire. On a pu suivre en direct leur déclaration. Donc justement, ça change la donne avec ceux qui pensaient, ceux qui théorisaient ou dissertaient, spéculaient sur le présumé parti, le Parlement prétendument monocolore. Donc du coup, on est rentré dans une autre dynamique, aussi bien sur le plan de la démocratie, mais également dans la lecture de certains qui voient que la position de l'opposition et de ceux qui ne sont pas tellement d'accord avec le pouvoir au Parlement peut changer grand-chose. De toute façon, ils font leur expérience depuis février 2023. Et donc, voilà. Donc, on peut le dire. Et que l'année a consacré l'animation de la vie politique réellement pas par le Parti des démocrates. Bon, le chef d'État ne le dira pas, puisque dans l'état de la nation, lui, il dira pas que bon, c'est une année de flop pour ce parti, puisque c'est pas son rôle, lui, de le dire, et pas évidemment qu'il le dise. Donc voilà. Donc ce parti est entré au gouvernement, enfin, est entré au Parlement et il joue son rôle. Une autre donnée peut-être au niveau donc de l'évolution. C'est un peu la poursuite des chantiers du programme d'action du gouvernement PAG2 dans tous les méandres, dans tous les axes, le cadre de vie, les assainissements, les infrastructures, l'école, l'université, donc l'éducation de manière générale, la santé et les assurances et beaucoup d'autres éléments sur lesquels sans doute le chef d'État va revenir. Peut-être au niveau sportif va évoquer le fait que le pays accueille donc les championnats mondiaux donc de sport de boule et donc de la performance donc de l'équipe béninoise dans une certaine discipline dans une certaine filière de cette discipline et donc ça c'est, je pense que ça fait partie aussi des succès donc ou bien des éléments à évoquer. L'état de la nation au 21 décembre 2023, pour moi, et là maintenant, c'est plus vraiment le chef de l'État, pour moi, c'est quand même un pays qui se rassure avec le système partisan, dans la mesure où désormais, maintenant, chacun sait à quoi s'en tenir. Mais un pays qui s'interroge encore parce que nous allons vers la fin de mandat et il y a eu beaucoup d'appels en faveur d'une personnalité, mais il y a encore de l'apathie, il y a encore beaucoup d'apathie au niveau du champ, donc une apathie qu'on peut mettre sur le point donc d'une certaine appréhension. Personne ne sait ce qui va advenir en 2026. Lorsque vous appelez Patrice Talon, vous l'avez mis là-bas aussi haute. C'est vrai que beaucoup se posent la question toujours de savoir, mais qui peut prendre la main.
Et donc, ça va dans tous les sens. Je pense que l'état de la nation, c'est aussi ça. L'état de la nation, c'est un peu cet appel du parti de Boniaï, cet activisme de Boniaï, l'ancien président de la République, qui appelle la communauté internationale à témoin par rapport à des aspects internes. Les échanges avec le chef de l'État n'ont pas totalement tout émoussé. Et donc, on aura un regard attentif sur le fichier électoral et sans doute l'action parlementaire relative un peu à ce fichier et à la Sénat. Voilà, on peut évoquer peut-être aussi l'aspect sécuritaire, parce qu'on se souvient, il y a une année, le président avait promis de lourds investissements dans l'équipement des forces armées. On peut dire que sur ce chantier également, promesse a été tenue. En tout cas, la peur panique qui s'est emprise donc de population a été beaucoup atténuée. C'est vrai, il y a eu encore quelques actes de sécurité à certains endroits, mais je pense que 2023 s'est déroulé dans une relative quiétude, dans une quiétude certaine, je veux dire, ou dans une certaine quiétude quand même à ces endroits-là. L'équipement de nos forces de défense et de sécurité, leur présence sur le terrain, leur abnégation, leur discipline, leur disons, service à la patrie, à la nation. Je pense que ça a permis donc d'atténuer, disons, les effets de ces groupes à non identifiés sur le terrain. Voilà, il y avait une spéculation sur le plateau de Ça se discute avec nos analystes hier. Le score était partagé par rapport à la crise nigérienne. En parlera-t-il? N'en parlera pas? D'aucuns ont considéré que c'est une question vidée, que le président n'avait pas besoin de revenir là-dessus. D'aucuns pensent que les Béninois sont en attente de la parole du chef de l'État sur cette question. Écoutez, le sujet n'est pas vidé, d'autant qu'il est encore actuel. La CEDEAO vient de reconnaître, disons, le coup d'État, c'est quand même pas trop tôt. Et donc de mettre en branle son mécanisme en la matière. Et est-ce que notre diplomatie a rencontré un succès dans ce cadre-là? Je pense qu'il y a un gros malentendu qui tient de la communication de la CEDEAO, mais du fait que nous-mêmes, on a sous-estimé l'ampleur de la situation. Et donc, on n'a pas adapté la communication qu'il fallait sur le sujet très tôt. Après, on s'est beaucoup rattrapé. Mais, disons, la mauvaise foi de beaucoup d'hommes politiques, la non-maîtrise de ces méandres sous-régionaux et les aléas donc de la politique communautaire, la non-maîtrise de tout ça, fait que, bon, on arrive dans tous les sens, parce qu'il y en a qui ont dit des choses quand même, mais pas parce qu'ils le voulaient nécessairement, mais c'est parce qu'ils ignoraient la réalité. La réalité, c'est que le Bénin a suivi la position normale, officielle de la CEDEAO, qui était ce qu'il fallait faire. Mais il faut dire que la CEDEAO, après cette très tôt de déclaration, s'est avancée beaucoup trop tôt et s'est enlisée très vite. Et donc, enliser le Bénin avec, il faut le reconnaître. Donc, est-ce que c'est un grand succès? Non. Ce n'est pas un succès, d'autant plus que au niveau des Nigériens, le Bénin apparaît un peu comme un État méchant, un État mauvais, un État inhospitalien, un État qui suit la France. La France, encore que, bon, le malentendu avec la France, moi je ne comprends pas vraiment ça. La France suit ses intérêts, ça fait longtemps que tout le monde le sait. Alors donc, si vous n'avez pas d'intérêt avec la France, il faut limiter les intérêts de la France chez vous. Ça, c'est normal, c'est humain, il ne peut pas avoir le problème, on n'a pas besoin d'attaquer la France pour ça. Par exemple, quand la France l'ouvre vers les pays lusophones, les pays anglophones, personne ne l'interdit. Donc au même moment, c'est logique que chaque pays redétermine sa dynamique de coopération avec la France. Mais là, il n'y a pas le problème. Le problème réellement, c'est le dossier nigérien. Et je ne pense pas. Si le chef d'État l'évoque, c'est bien pour expliquer la justesse de la position béninoise. Mais après, le Bénin n'était pas affiché face au Niger. Le Bénin s'est affiché dans le dispositif de la CEDEAO. Et actuellement, ce dispositif est en très mauvaise posture. Parce que, disons que, aussi bien au niveau du président Bola Tinubu, et surtout lui, parce qu'il venait d'arriver, qu'on ne sait pas trop ce truc-là. Bon, voilà. Et de l'autre côté, il y a la commission de la CEDEAO, je ne pense pas. Et les différents organes qui devraient être mis en branle, je ne pense pas qu'on s'en est bien sorti en la matière. Voilà. Alors, évoquer ou ne pas évoquer, pour moi, je pense que ce n'est pas pertinent de l'évoquer. Il faut ne plus en faire un sujet. Il faut laisser la diplomatie douce peut-être se rétablir entre le Bénin et le Niger. Et que, bon, la CEDEAO continue peut-être. D'autant qu'on a des intérêts économiques en commun et que de toute façon,
façon, on est obligé à coopérer. Oui, c'est déjà bien que les États aient fait la part des choses et qu'on continue de collaborer, notamment sur le projet Pipeline, mais au niveau du projet du cordon douanier, enfin de l'entrée maritime, on a perdu au profit du voisin togolais qui lui aussi est de la CEDEAO et donc qui joue à notre activisme. Donc, il faudrait peut-être analyser tous ces paramètres pour pouvoir savoir est-ce qu'on est sorti vraiment gagnant de cette crise. Je ne pense pas. Voilà, ça nous permet de faire. Et c'est là, vous voyez, ça perturbe quand même les organisations parce qu'on n'a fait que suivre ce qui devrait l'être, on n'a fait que faire ce qui devrait l'être. Et si on le fait, et d'autres font autre, et ils s'en sortent, il y a moyen de se poser des questions. Voilà, ça nous permet de faire la transition avec la CEDEAO. Est-ce que vous en parlez, vous venez de l'évoquer, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la CEDEAO est empêtrée dans un bourbier, dans le bourbier nigérien? Le mot, enfin, la phrase ou l'expression un peu forte, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin parce que là, je pense que la CEDEAO a laissé suffisamment du temps à la junte pour prendre ses marques. Aujourd'hui, elle est à moins d'une crise à l'interne. Je ne vois pas comment la CEDEAO peut les contrer. On va tomber dans la même logique qu'au Mali et au Burkina. Donc, dommage. Donc il faut gérer, disons, les affaires courantes. On sait que le Bénin, paradoxalement, fait partie de ce comité, ce trio censé ramener, en tout cas censé engager le dialogue avec les autorités nigériennes pour arriver à une transition courte selon les termes de ce que la CEDEAO a décidé. Donc est-ce que pour vous c'est une pure formalité? Comment vous voyez l'issue de cette initiative? Non, ce qui est intéressant, c'est que dans le trio, il y a le Togo qui collabore déjà avec la junte, et puis qui a reçu la junte, le chef de la junte, le général Tchiani, à la veille même du sommet. Voilà, à la veille du sommet. Donc, et le Togo lui a rassuré, il lui a ouvert son port. Donc, vous voyez la décadence au niveau même de la CEDEAO. Donc, lorsque ça fonctionne comme ça, l'organisation doit pouvoir trouver le mécanisme. Une chose est de ne pas suivre, mais l'autre chose, c'est de faire le contraire ou de violer les accords eux-mêmes. Je pense que ça pose également un vrai problème. Donc ici, ce dont il est question, ce n'est pas absolument la position du Bénin particulière. Le problème, c'est justement la CEDEAO. La CEDEAO qui a pris du temps pour pouvoir disons, reconnaître la situation réelle, comme les Américains d'ailleurs, et les Américains dont la position s'est infléchie progressivement, et qui essaient de trouver plutôt une porte politique de sortie. Donc, à la junte, alors la CEDEAO est encore dans les formes, dans les principes. Bon, alors, est-ce que le temps des principes n'est pas passé? Si elle a pu se taire dans le cas du colonel Doumbia, oui, Doumbia, du colonel guinéen Doumbia, ou du cas du capitaine Traoré, au Burkina, presque le colonel, oui, le général Oligui, non, Goïta, colonel Assimi Goïta. Voilà, donc, le colonel Assimi Goïta. Donc, si la CEDEAO a pu finalement, bon, même si elle brandit toujours ses mécanismes ordinaires, a pu se taire sur ces cas, finalement, ou se résigner, ou essayer, de trouver une porte de sortie. Je pense que dans le cas nigérien, elle est presque dans les mêmes conditions aujourd'hui. La porte de sortie n'est pas aussi large que ça. Mais elle existe bien. Alors, le Bénin dans le trio, je me demande ce qui peut bien s'en sortir, dans la mesure où, bon, mais le Togo a pris le lead. Le lendemain, le ministre des Affaires togolais était déjà en mission à Niamey, et donc, il est même annoncé avec le ministre Sierra Leone, le troisième pays. Alors, on va demander, mais qui du Bénin? Du Bénin. Donc, je pense pas. Je pense que c'est une situation déplorable au niveau de la CEDEAO, mais il faut suivre ça. Le Bénin peut s'enorgueillir donc de rester sur les principes, et que bon, si les principes ne prévalent pas aujourd'hui, demain quelqu'un viendra pour remettre de l'ordre, pour qu'enfin prévalent les principes. Voilà. C'est ce que nous pouvons dire sur cette question. Nous allons embrayer maintenant en politique internationale. Il y a, vous venez de l'évoquer, la France, l'ami qu'on aime bien, et qu'on aime bien autant détester qu'aimer. Il y a une loi sur l'immigration qui
quelque peu cristallise les oppositions en France. L'Assemblée l'a voté avec, disons, avec la majorité présidentielle, avec les Républicains et même le soutien du Rassemblement national. Déjà, comment avez-vous perçu, disons, les tribulations autour de cette loi, en tout cas politiquement? Bien, ce qui est intéressant quand même dans ce qui s'est passé, d'abord les tribulations, c'est pas la première fois. Une telle loi a toujours créé une certaine fraction dans l'établissement français, dans l'état-major politique, dans les populations, parce qu'il est question quand même de liberté, il est quand même besoin d'accueillir des étrangers, il est quand même question donc des droits acquis, des droits à acquérir, il est question de la mobilité des gens. C'est beaucoup d'enjeux qui se jouent à travers une loi sur l'immigration qui se discute. Donc, les tribulations sont normales, voilà, mais il y a quand même, on peut dire qu'il y a une très bonne fin. Et c'est sur la leçon de cette très bonne fin que je voudrais revenir. C'est-à-dire quoi? Les gens se plaignent que le parti de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale ait voté pour. D'abord, moi je pense que pourquoi se plaindre lorsqu'un texte de loi recueille le plus large consensus possible? Le principe, c'est que le texte de loi recueille le plus large consensus possible. Oui. Et dans le cas d'espèce, le texte a reçu le plus large consensus possible. Ensuite, les choses qu'on peut reprocher au gouvernement en termes de droits acquis retirés, quand vous les analysez, vous voyez déjà que ce n'est pas si profond que ça. C'est des trucs rattrapables. Et même dans d'autres pays. Parce que quand on parle de la préférence nationale, notamment, disons, entre un étranger et un Français, qui, enfin, on préfère le français. Oui. Mais c'est quand même tout aussi logique. C'est un Français. Un Français est un Français. Il n'est pas un Américain, il n'est pas un Béninois. Déjà, nous-mêmes en Afrique, on fait déjà les distinguos entre les gens du Nord et ceux du Sud, entre les gens de l'Est et ceux de l'Ouest, entre les gens de la côte et ceux de la savane. Nous distinguons déjà entre les Bantous et les Peuls, entre les Sud. Donc, nous avons déjà nos critères. Et lorsque l'UEMOA et la CEDEAO se battent pour les droits d'établissement des personnes et des services, donc ce n'est pas si évident que ça, ce que nous représentons, ce que la France adopte, préférence nationale, c'est ce que tous les États pratiquement approuvent, sauf les États qui ont du mal à avoir de la main d'œuvre. Oui. Donc, dans le cas d'espèce, il faut protéger le citoyen, d'abord, avant d'ouvrir aux étrangers, quel que soit la bonne volonté de ces étrangers-là de venir s'installer chez vous. Moi, je trouve qu'en la matière, ça devait être, c'est pas une idée de l'extrême droite, ça. La préférence nationale n'est pas le droit de la nation le plus favorisé, qui est une sorte de déclinaison internationale de la préférence nationale. C'est ce que je crois, en tout cas. Ce droit existe et fonctionne. Donc je pense qu'à l'interne, quand on voit le droit du citoyen français ou le citoyen béninois privilégié sur les autres, je ne vois pas où est le problème. Une nationalité existe pour ça. Justement, la citoyenneté existe pour ça. Donc, donc je parlais du Front National, de l'Assemblée nationale de Marine Le Pen. Et je dis, mais l'extrême droite, en votant ce texte, mais le légitimise davantage. Et c'est à la faveur, c'est plutôt Emmanuel Macron, qu'on a taxé de clivant, de ne pas s'ouvrir vers les autres. C'est plutôt lui qui doit en recueillir les lauriers. Puisque, voilà, il a produit un texte qui finalement, de compromis en compromission, a pu irradier. Oui, en compromission, parce qu'il n'en veut pas. Il n'en veut pas des voix du Rassemblement national. De compromis en compromis. Je pas de compromission. Je voulais bien dire du compromis en compromission. À irradier. Parce qu'en fait, c'est le procès que les gens de gauche font à ce texte. C'est pour ça que je m'attarde là-dessus. De compromis en compromis. Ça a irradié vers peut-être quelques idées qui plaisent. Peut-être à l'extrême droite. Mais l'extrême droite est un parti français. Et donc, l'extrême droite, les gens de l'extrême droite vivent en France. Et il y a des Africains, des Noirs d'origine, des étrangers d'origine, des étrangers et naturalisés français qui sont membres du Front National ou du Rassemblement National. Donc, il n'y a pas cette manière de penser que le Rassemblement National est à part du système politique français. Je trouve que c'est les Français eux-mêmes qui ont créé ce système-là, qui est quand même encombrant, enfin embrouilleux, parce qu'on n'arrive pas à comprendre concrètement jusqu'où ils vont. Vous ne pouvez pas autoriser un parti au nom des libertés, au nom des principes, et après dire que le parti est dangereux. Ce qui est dangereux, un individu dangereux ne reste pas en circulation. Comme un parti dangereux ne doit pas rester. Mais lorsqu'on revient dans la géopolitique, dans la géostratégie de cette loi, il faut comprendre quand même que comme c'est une loi très difficile pour beaucoup, ça a été comment beaucoup de majorités se sont fait laminer à travers cette loi. Macron vient de le faire passer. Je pense que c'est lui qui prend les lauriers. Après, les différences avec ces mouvements-là existent. J'avais dit déjà lors du soir
des élections en France, que l'allié naturel de Macron, c'est les Républicains. Le vote est nettement à droite. Mais Macron irradie vers la gauche. C'est un atout pour lui. Et contrairement à ce que certains de la gauche font en démissionnant, et notamment le ministre Rousseau, moi je pense qu'il ne s'agit pas de démissionner nécessairement, mais il s'agit de s'approprier ce mécanisme qui permet de rester soi tout en s'ouvrant vers les autres. Une loi, c'est pour la République, ce n'est pas une loi pour un clan de gauche ou de droite, c'est pour les États. Donc, c'est logique que ça puisse implémenter, concerner un peu tout ce monde-là. Quand bien même ça, selon eux, ça froisse quelque peu les fondamentaux de la gauche, un acquis qu'ils considèrent comme une identité de la France, c'est-à-dire les allocations familiales, le droit du sol, la régularisation des travailleurs étrangers, en tout cas la France ouverte sur le monde. Quand ils entendent parler de quotas migratoires, oui, bon, par rapport à leurs convictions, ça les fait sursauter. Et pourtant, il y avait la gauche quand on a introduit les visas, en 86. C'était Mitterrand qui était au pouvoir. Les visas systématiques après les attentats du GIA. Voilà. Donc, en réalité, il n'y a pas un peuple de gauche, il y a un peuple de droite dans une république. Il y a un peuple tout court. Il y a un peuple tout court. Et le peuple aspire peut-être à l'emploi, aspire à plus de sécurité, aspire à plus de quiétude. Et moi, j'estime que c'est logique qu'un État puisse créer sa législation sur la maîtrise des étrangers, la maîtrise de leur accès, de leur droit d'accès à certaines facilités que la République vous offre en tant que citoyen. Et c'est pour ça que nous sommes exigeants, moi je suis exigeant, que le concept de la citoyenneté, l'individu doit pouvoir, je lis citoyenneté et patriotisme, on doit pouvoir faire preuve de patriotisme. Lorsque appartenir à un État, en bénéficier des avantages liés à cela, vous oblige à un certain nombre de comportements et de postures que vous devez. Donc, moi, je trouve que je ne vois pas où est le problème que ça froisse des gens. C'est logique, ils ont leur ego, ils ont ça. Mais, au même moment, ça ouvre des droits pour d'autres. Alors, la question de savoir, entre ceux que ça froisse et ceux pour qui ça ouvre des droits, qui en profite de qui? Où est-ce qu'on met le curseur? Qui en profite le plus? Voilà, donc si l'adhésion est beaucoup plus sûre, c'est à qui ça profite. Bon, le programme, j'ai vu même le président Macron s'expliquer auprès de ses premiers compagnons, de ses premiers amis, de ses premiers militants, qui auraient été choqués par la manière dont ça s'est conduit. Mais bon, au même moment, il estime que la loi est ouverte. Une loi, bon, on ne peut pas interdire à un parti au Parlement de voter. C'est dans la stratégie d'un parti de dire j'ai voté parce que, il se fait que c'est pas la seule loi et que sur d'autres lois, vous allez voir le Rassemblement national voter ailleurs. Donc, ceux qui taxent Macron ou bien taxent la majorité française, je pense qu'il n'y a pas besoin de taxer. C'était le concours des circonstances. Marine Le Pen a été opportuniste sur ce volet-là, mais tant mieux pour elle, puis c'est bon, voilà. Mais tant mieux également pour Macron. Et je pense que tant pis pour les lendemains, pour le Rassemblement national, et surtout tant pis pour ceux qui ont démissionné. Parce que je ne pense pas que le jeu en valait vraiment la chance. Pour finir sur cette question, beaucoup d'analystes aujourd'hui disent que en même temps où la salade niçoise que Macron a réussi à construire en embrouillant les cartes, un peu de gauche, un peu de droite, en tout cas, que cette configuration est désormais finie. Là, il est obligé, grosso modo, de choisir un camp parce qu'on est revenu dans le sillage de ces lois-là et déjà avec la loi sur la retraite, sur un clivage clairement gauche-droite et qui ne peut plus se cacher fondamentalement. Soit il s'aliène sa gauche, soit il sera obligé de dissoudre l'Assemblée nationale en tout cas, pour les 2 ans à venir, il est obligé de choisir un camp. Macron n'a pas besoin de choisir. C'est lui qui a le vent pour aujourd'hui. Parce qu'il dissout l'Assemblée. En fait, tous ces cas-là vont perdre, en réalité. Lui ne perd pas, lui il a un mandat qui finit dans 2 ans. Lui, il est encore là. Il est encore là. Donc, ceux qui vont perdre, ce n'est pas lui, c'est les autres. Mais au jeu de la dissolution, s'il perdait la majorité toute relative qu'il a encore. Ça ne change pas grand-chose. De toute façon, lui, il aurait fait passer certaines de ses réformes. Et donc, du coup,
il rendra comptable la nouvelle majorité de l'évolution du pays. Un gouvernement, c'est un choix. Un gouvernement, c'est régler les problèmes d'aujourd'hui. S'il perd la majorité, il ne sera plus responsable des problèmes d'aujourd'hui. Il sera patron de la diplomatie et donc de la défense à l'international. Donc, du coup, il va beaucoup voyager. Ça lui permettra peut-être d'aller découvrir mieux l'Afrique et certains pays qui connaissent peut-être pas suffisamment, et d'aller apprendre peut-être quelques langues africaines et peut-être de se faire quelques amitiés avec des Français qui en veulent, des Africains, qui en veulent tellement à la France, je ne sais même pas pourquoi, parce que en tout, d'expliquer qu'un État n'a pas tellement d'amis qu'il n'a que des intérêts. Donc, au cas où il serait à l'Assemblée nationale et qu'on en arrivait à une cohabitation, je pense que Macron aura du travail à faire, il ne va pas s'ennuyer et il peut bien encore se frayer un bon chemin pour placer son dauphin, son successeur, parce que la nouvelle majorité se serait déjà spoliée elle-même en 2 ans. C'est dit quoi? Que, en fait, c'est pas si facile qu'on puisse les... Et réaliser ce que vous appelez salade niçoise, c'est une asymétrie terrible. C'est une... je veux dire, c'est un exploit. C'est un exploit qu'on n'a plus jamais réussi en France et en Londres. Quel président a réussi un tel exploit encore? Donc, du coup, aujourd'hui, ceux qui ont des problèmes, ce n'est pas le camp Macron. C'est plutôt l'extrême droite qui va devoir cravacher pour se maintenir, pour justifier non seulement, bon, elle peut en rire aujourd'hui, mais demain, lorsqu'elle va se retrouver avec la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, on verra bien qu'il ne faut pas les mêmes choses. Macron, lui, gouverne déjà entre les deux. Il gouverne au centre large. Je l'ai toujours dit. Donc, En Marche a été bâti sur le centre large. Du coup, tu peux avoir un Premier ministre, Édouard Philippe, avoir un autre Castex, qui est plutôt quelqu'un de l'Assemblée nationale, un commis de l'État, une personnalité purement de l'exécutif. Bon, lui, il n'a peut-être pas de bloc, il n'a pas de camp, même s'il est un peu à gauche. Et finalement, Elisabeth Borne, carrément classée à gauche. Donc, lorsque tu as Édouard Philippe et Jean Castex et après Elisabeth Borne, quand même, tu as brassé là. Voilà. Donc, les quatre, tu les joues dans les deux camps. Et c'est ça, la marque Macron. Et c'est ça que je dis, à pousser les autres vers les extrêmes. Donc, aujourd'hui, il a en face de lui deux extrêmes, la France insoumise à gauche, le Rassemblement national à droite, et maintenant, ce qui est en règle, le résidu des républicains, qui essaye de jouer le jeu du centre, mais et qui des troublions. Et qui, à la faveur de cette loi, a repris. Justement, c'est son rôle en réalité. C'est son rôle de trouver des compromis avec le pouvoir et d'avancer. Comme il ne peut pas avoir et c'est justement parce que Macron a envie de garder son aile gauche qu'il n'a pas fait de compromis avec le Rassemblement et les Républicains. Et donc, vous ne voyez pas qu'à moins avant de finir, qu'il se saborde cette aile gauche. Non, il ne va pas se saborder l'aile gauche. Je pense qu'il y a encore 2 ou 3 projets de loi importants sur le quinquennat. On va voir un peu le comportement des uns et des autres. Mais là, je pense que nous-mêmes aussi au Bénin, on va en arriver là, progressivement. Aujourd'hui, on a au Parlement deux blocs. On a un bloc dans l'action du gouvernement, un autre bloc dans l'opposition radicale. Bon, on espère que peut-être un beau jour, un bloc comme FCBE et opposition modérée peut se retrouver aussi au Parlement. Et donc vous allez voir entre les deux blocs, vous allez voir que entre le parti les républicains, d'accord, le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau, vous allez voir que le parti dominant, l'UPR, va se retrouver dans l'autre extrémité, et vous allez voir le BR un peu bouger vers le centre, un peu, pas au centre, mais vers l'autre aile, l'aile pouvoir du centre. Hein? Et donc, du coup, vous allez voir l'FCBE de l'autre aile, donc du centre, et voir les démocrates au bout de l'autre. Vous voyez, on va en arriver là, et sur certaines lois, certains projets de loi, vous verrez bien que les FCBE peuvent se rallier au pouvoir, tout comme ils peuvent rallier les logiques de partir des démocrates selon certaines lois. Je pense que si on arrive à avoir cette chance d'avoir un parlement de cette couleur, de cette nature, il faut voir comment les débats vont être animés, beaucoup plus animés. Aujourd'hui, ils sont plus clivants parce que justement, il n'y a pas un milieu qui joue à la messe. C'est à quoi les républicains ont joué en France. Voilà, vous avez qualifié les ECBE d'opposition modérée, ils ne vont pas aimer.
En fait, c'est pas moi, c'est eux-mêmes, ils n'injurient pas le chef. Bon, ils n'ont jamais dit modéré, ils ont dit opposition républicaine. Eux n'injurient pas, ils ne sont pas dans l'outrance. Bon, maintenant, ils peuvent aussi opter pour ça, ils vont mimer le maître, donc du coup, ils seront inexistants. Parce que mimer le maître, alors pourquoi vous êtes, si on voit le maître, pourquoi on va s'occuper de celui qui le mime? Voilà, c'est un peu ça. Non, je pense que les FCBE ont un chemin à défendre. Bon, c'est vrai que c'est compliqué pour eux, au regard donc, de notre géopolitique et surtout des échéances. La généralisation des élections tous les 5 ans fait que si vous faites un faux pas, il faut attendre 5 ans pour rebondir. Et c'est pas si facile. Voilà, mesdames et messieurs, on va s'en arrêter là pour le parlant gouvernance d'aujourd'hui. Merci à Agapit Napoléon Mafourican. Merci à vous, merci à tous vos téléspectateurs pour l'attention.